c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, deuxième volet de ce 10e épisode de la série Saylor, intitulé La mort de l'or. Robert et Michael ont entamé leur échange en décrivant la monnaie comme énergie tokenisée, une énergie qui s'exprime dans un cadre sociopolitique. La monnaie or se distingue parmi ses concurrentes et s'impose comme l'ultime jeton métallique, le summum, l'apex des systèmes monétaires à l'âge de bronze. Cette sélection par le marché de ce précieux outil participe largement à l'essor des civilisations. Saylor et Breedlove passent ensuite en revue les défauts de la monnaie or, l'imitation qui découle en grande partie de sa nature matérielle, physique. On comprend également l'inévitabilité de l'inflation dans un tel système monétaire ouvert où l'offre de jetons augmente continuellement au rythme de l'extraction minière aurifère à raison de 2-3% par an et occasionnellement beaucoup plus brutalement lorsque se déversent dans l'économie les volumes faramineux des trésors de guerre. Saylor s'en prend au mythe de l'étalon or et brise tout espoir de le voir refaire surface dans un monde globalisé passé à l'ère numérique. Il rappelle qu'à défaut d'un système basé exclusivement sur l'or, largement fantasmé, on a toujours eu un système basé sur un actif et une devise. Un système où l'or permettait le règlement final et où la monnaie consistait en un système de chèques ou de billets avec une contrepartie centrale, nos banques d'aujourd'hui. Je résume ici bien vite la teneur de leurs propos, mais voilà en bref là où la conversation entre Breedlove et Saylor nous avait mené la dernière fois. Ah oui, j'oublie juste de mentionner le modèle de monnaie idéale que Saylor évoquait. Un registre partagé, immuable et parfaitement exact. Pour l'imaginer, c'est simple, faut juste se figurer une sorte d'être divin descendant sur Terre, concevant système parfait et incorruptible et logeant télépathiquement ce registre partagé immuable et absolument exact dans l'esprit de chaque être humain. Et à chaque dette que l'on vous rembourse, à chaque nouveau crédit que vous contractez, le registre se met à jour. Et rien ni personne ne peut le corrompre. Divine technologie grâce à laquelle l'homme sort une bonne fois pour toutes la monnaie de la sphère politique pour en faire un objet de conception purement scientifique. Reprenons maintenant cet échange. Robert, voilà un point essentiel. Ce que l'or nous a donné, c'est ce moyen fiable de règlement final qui se prête surtout à des transactions importantes, l'économie n'en permettant guère l'utilisation pour des transactions de faible montant. L'or ne circule donc pas bien, mais vous pouvez régler de grosses transactions avec. En raison de cette limitation technologique, l'or a un rapport valeur-surpoids tellement élevé, on a dû se doter de systèmes plus cheap, ces systèmes de crédit ou de dérivés, des systèmes de règlement différés construits autour de l'or. C'est un peu le problème qu'on retrouve à travers l'histoire. Un système de règlement final autour duquel des systèmes de règlement différés, économiquement plus efficaces, sont construits. Ces systèmes nous imposent de faire confiance à des contreparties et nous exposent à un risque de contrepartie significatif au vu des crashs répétés qu'ils occasionnent. Michael, et l'une des implications de cela est que les systèmes sociopolitiques que nous pouvons créer sont locaux et de taille réduite.
La conséquence, c'est la cité-État, car mon crédit, je l'obtiens auprès du commerçant local. Si ce dernier se trouve à 1000 km, le système de crédit ne fonctionne pas, il s'effondre. Je crois qu'on peut créer un réseau de confiance sur un rayon de 15 ou 30 km. Un réseau de confiance qui s'étend jusqu'à la banlieue. Au-delà de la banlieue, la confiance s'effondre. Cela signifie qu'en Italie, durant la Renaissance, chacune des 100 cités-États se sont toutes dotées de leur propre petit système de confiance, de registres et de monnaie. Il n'y a pas de monnaie universelle. Il est donc assez difficile de voir émerger l'État-nation sous un étalon or ou un étalon monnaie. Robert, je trouve cela fascinant de constater à quel point la forme et la configuration de nos institutions découlent de la nature de notre monnaie. Les limitations technologiques de l'or expliquent pourquoi nous avons une banque centrale. Je songe aux transformations qui guettent toutes ces institutions que nous tenons pour acquises aujourd'hui lorsque Bitcoin va supplanter l'or. Michael, nous sommes témoins de la progression de la monnaie comme technologie à travers les âges. Vous disposez d'une meilleure monnaie ? Vous avez une meilleure économie. Et elle évolue et les mêmes questions se présentent. Le registre est-il partagé, immuable, exact, correct ? Plus il est partagé, plus l'économie est grande. Plus il est immuable, plus l'intégrité est élevée. Plus l'efficacité de l'économie est grande, plus elle est correcte. Plus l'économie est efficace, plus les mises à jour du réseau sont rapides, plus l'économie est rapide. Donc, pour conclure sur l'or, pourquoi échoue-t-il en théorie ? Eh bien, l'or échoue parce que le protocole de la couche de base est juste OK, satisfaisant. C'est un don de la nature, la création et la fusion de l'or. C'est satisfaisant, mais ça n'est pas conservateur. Le protocole de la couche de base n'est pas conservateur. Le protocole de niveau applicatif, cette couche au-dessus de la couche de base, la couche numéro 2, le protocole d'application, est difficile et dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Voici 10 blocs d'or. C'est notre couche de base. OK ? Eh bien, quelles sont toutes les applications de l'or ? Que pouvez-vous en faire ? Combien connaissez-vous de personnes réellement capables de raffiner ou de fondre de l'or ou d'en fabriquer quelque chose ? Ça, c'est la partie dangereuse et difficile. Les applications de l'or sont difficiles et contraintes par les lois de la physique. Autrement dit, il n'y a tout simplement pas de protocole applicatif. Je veux faire quelque chose avec de l'or au-dessus de la couche 1 ? Ce sera soit une application très difficile et dangereuse, des gobelets ou des pièces en or ou un truc du genre, soit je vais devoir créer l'équivalent d'un chèque or, un billet or en papier qui est un protocole implémenté manuellement. Et nous nous retrouvons alors avec des problèmes semblables à ceux que nous connaissons avec une monnaie fiduciaire. Dès lors que vous instituez les chèques ou billets or, vous passez essentiellement à un standard fiduciaire avec une réserve d'or. Ainsi, si l'or échoue, c'est principalement la conséquence de l'absence d'un bon protocole applicatif. C'est pas conservateur, c'est trop difficile, trop lent, trop dangereux. Sa nature physique suscite la violence. Je peux littéralement bombarder la ville, exterminer toute sa population. L'or n'en sera aucunement endommagé. Et donc, en cas d'hésitation, tirez d'abord, puis fouillez les vêtements et prenez son or. Aucune raison de m'inquiéter des dommages collatéraux. Transporter sur vous une monnaie immuable, c'est vraiment le dernier truc au monde à faire quand les gens ont toutes les raisons d'en tuer d'autres pour s'accaparer leur argent. Voilà le problème fondamental de l'or. Et cela explique pourquoi l'étalon or a toujours été une invitation à la guerre. Et c'est sans fin. Je songe à ces milliers de guerres, des guerres innombrables, pas vrai ? Quelle invitation à la criminalité, à la violence. Si les criminels ne vous dépouillent pas de votre or, ce sont les contreparties qui s'en prendront à lui, et si ces dernières ne le font pas, c'est votre propre gouvernement qui s'adonnera à cette besogne, et dans le cas contraire, c'est celui d'une nation hostile qui se saisira de votre or. Et finalement, l'or, du fait de son caractère physique, constitue une propriété imparfaite. C'est une propriété imparfaite et c'est une monnaie imparfaite dont le jeton lui-même est encombrant et difficile à utiliser. Robert, c'est, comme vous le dites si bien, la monnaie de l'âge de bronze. Tandis que la lutte pour l'or s'étend et fait des ravages jusqu'à la Première et à la Seconde Guerre mondiale au XXe siècle, alors que ces nations sont en guerre, l'évolution du contexte géopolitique entraîne d'énormes flux d'or.
bien des conflits entre pays furent causés par des problématiques associées à l'or. Voilà sans doute un aspect de l'histoire humaine mal compris et si rarement discuté dans les livres d'histoire. Michael, ouais, quand on y pense, jamais on ne lit de récit historique où quelqu'un déclare « Oui, nous avons envahi leur pays et nous les avons tous tués pour mettre la main sur leur monnaie papier. » Je peux vous donner 5000 récits sur le thème « Nous avons pillé la ville, nous l'avons brûlée, nous avons saisi leur or » ou peut-être « Nous avons pillé la ville et réduit sa population en esclavage, nous avons pris leur bétail. » On préfère prendre, toutefois le bétail est mort normalement quand on prend la ville. Donc les gens sont morts, le bétail est mort, plus de nourriture, plus d'eau, mais l'or est toujours là. Donc sur les 5000 premières années, ce que vous voyez, c'est généralement... On a pillé la ville, on a pris l'or. Idem à l'époque moderne, le 18e, 19e et 20e siècle. On a pillé la ville. D'accord ? Qu'avons-nous emporté ? Il n'y a pas tant de diamants. Il n'y en a pas beaucoup et normalement, ils ne sont pas faciles à trouver. Parfois, vous savez, les nazis ont saisi les œuvres d'art, n'est-ce pas ? Et ils ont pris l'or. Et donc, ça tourne beaucoup autour de cela. On a pris l'or du trésor. Staline a saisi l'or pendant la guerre civile espagnole, alors que les Polonais ont dû faire passer leur or en contrebande pour le protéger des nazis. Et l'histoire regorge d'exemples de personnes pillant une ville ou franchissant la frontière pour saisir l'or du voisin. Tout ça, c'est parce que l'or est prenable, n'est-ce pas ? Pourquoi voulez-vous donc le saisir ? Parce que c'est saisissable. En revanche, absolument aucun exemple concernant les monnaies papier. Tout porte à croire que les nazis ne voulaient pas de la monnaie papier norvégienne ni de la monnaie papier suisse. Ils n'avaient guère d'intérêt non plus pour la monnaie papier néerlandaise ou française. Et rares sont les gens qui se demandent pourquoi. On n'a pas pris leurs chèques, ni leurs titres ou leurs obligations, parce qu'en fin de compte, les titres, les dérivés et toutes ces choses n'ont aucune valeur. Oui, l'usine, elle, a sans doute de la valeur, si elle n'est pas détruite. Les gens aussi ont peut-être de la valeur si vous les faites travailler pour vous. L'or a de la valeur, mais pas le papier. Robert, en fait, il y a quelques autres exemples assez édifiants. Au Japon, des expériences furent menées dans le laboratoire de Noborito qui donnèrent lieu au bombardement de territoires ennemis avec de la monnaie contrefaite. L'idée était d'aller bombarder, disons l'Angleterre, avec des montagnes de livres sterling contrefaites afin de provoquer l'hyperinflation de leur monnaie et d'effondrer leur économie. Michael, des opérations psychologiques. Robert, donc non seulement vous ne convoitez pas la monnaie papier, mais vous vous employez à instrumentaliser sa fragilité pour infliger une vague d'inflation à la monnaie papier de vos ennemis. Michael. Ouais, de tels exemples abondent où des gouvernements hostiles cherchent juste à contrefaire la monnaie de leur ennemi pour déstabiliser le régime, mais cela n'a guère été documenté dans l'histoire politique ou même militaire. Certaines nations s'y sont adonnées avec succès contre les États-Unis, mais personne ne souhaite en parler, pas vrai ? Donc vous ne lirez que bien peu de choses à ce sujet, bien que ce soit une entreprise diablement efficace. Enfin, cela me permet de conclure ma réflexion sur l'or. C'est essentiellement un jeton métallique, et c'était notre meilleure idée. Toutefois, l'or semble avoir cessé de fonctionner il y a des milliers d'années. On peut supposer que des registres partagés existaient déjà il y a 2000 ans, et l'or était simplement utilisé comme moyen de règlement final. Nous savons que cela a échoué à plusieurs reprises, qu'il a été dévalué et que cela a entraîné l'effondrement de l'Empire romain. Et si Rome était le plus grand empire sur Terre, quand leur réseau de règlement final a échoué, eh bien l'empire s'est effondré et l'histoire, c'est donc la suite monumentale d'empires prenant leur essor, munis d'un nouvel étalon or non dévalué, et puis une génération après l'autre, la dévaluation des pièces de ce nouvel empire, l'empire suivant, le menant à sa perte, son effondrement marquant l'irruption d'un nouvel empire pour lancer à nouveau ce même cycle et ainsi de suite. Et pourtant, le mythe de l'or, monnaie immuable aux réserves de valeur souveraine, a survécu pendant des milliers d'années et jusqu'au XXe siècle. L'étalon or est, à mon sens, en train de s'éteindre lentement, une mort à petit feu. Vous savez, on a eu l'âge d'or de 1870 à 1914. Mais en 1914, la Première Guerre mondiale survient, tous les pays abandonnent l'étalon or, et cela constitue peut-être le coup de grâce.
Après la Première Guerre mondiale, le traité de Gênes marque le retour à un étalon de réserve or sur lequel la livre et le dollar sont adossés. Une correspondance qui s'est progressivement dégradée, la livre sterling et le dollar étant progressivement et continuellement dévalués. Bien sûr, la livre et le dollar sont devenus des applications de couche 2, si vous voulez, et chaque autre devise un dérivé de couche 3. Et sur ces dérivés s'est construite tout le reste de l'économie. Par conséquent, nous avions affaire à des couches de dérivés d'or de plus en plus dénaturées, de moins en moins adossées à de l'énergie tangible. Et cela a entraîné qui sait combien d'effondrements. La Grande Dépression. Et puis, finalement, la Seconde Guerre mondiale, résultant tout simplement d'un tas d'effondrements économiques comme la République de Weimar. Et tout l'or se trouva alors centralisé et saisi par les Américains à Fort Knox. Et puis nous avons recuisiné tout ça à la sauce Bretton Woods. Bretton Woods, c'était le deuxième étalon de réserve en or du siècle, à l'exception près que cette fois-ci le dollar figurait comme seule et unique devise de réserve, partiellement adossée à l'or, disons à hauteur de 30 ou 40%. Et lors des années suivantes, ce taux a irrémédiablement glissé de 40% à 30%, à 20%. Effrayant de se dire qu'on en était à moins de 10% en 1971, date à laquelle nous avons fait défaut sur les talons or. Fondamentalement, à ce stade, les talons de réserve or étaient effectivement morts. La fiction de l'or comme actif réserve de valeur perdure, et si entre 1971 et l'invention de Bitcoin vous êtes en quête de réserve de valeur non souveraine, c'est bien vers l'or que vous vous tournez. Vous pouvez considérer aussi des biens comme la terre ou des matières premières, j'imagine, ou bien des droits sur le bois, sur le pétrole, quelque chose du genre. Vous pouvez utiliser l'art. Il n'y a pas de solution reine, incontournable, n'est-ce pas ? On a tâtonné là-dessus et on s'est demandé si le métal argent constituait une bonne réserve de valeur. Le marché a testé ces hypothèses et il est désormais assez clair que l'or pousse son dernier souffle. S'il n'était pas mort encore, à mon avis, ces jours furent comptés lorsque Bitcoin fut créé, il y a 10 ans de cela. Penchons-nous donc sur ses performances des 12 derniers mois, juste par plaisir. Examinons sa performance sur ces 12 derniers mois. En 12 mois, Bitcoin s'est apprécié de 240%. L'or, quant à lui, accuse une baisse de 9,82%. Sur une période de 10 ans, Bitcoin présente un taux de croissance annuel composé, TCAC, de 132%. L'or, 0,94%. Et l'indice S&P, 13,9%. D'ailleurs en hausse de 33% sur un an. Pour résumer, l'or n'a pas rempli son rôle de réserve de valeur sur la dernière décennie. C'est plutôt l'inverse. Au vu de la hausse du S&P sur 12 mois, 33%, l'or en baisse de 10% est l'opposé d'une protection contre l'effondrement du pouvoir d'achat de la monnaie, pas vrai ? Vous allez me dire qu'il vous faut 33% d'argent en plus pour acheter la même part du S&P. Donc une réserve de valeur doit au moins dépasser 33%. Comparé au S&P, l'or est à moins 40% et Bitcoin à plus 200%. Écoutez, ça c'est le marché qui vous hurle que personne ne considère l'or comme actif monétaire, à part les gold bugs, ces fanatiques de l'or. Robert, ouais, pour moi, un des points clés qui ressort ici en reprenant votre modèle de monnaie idéale, c'est que la qualité immuable requiert une preuve de travail. Et encore une fois, l'or était ce qui s'en rapprochait le plus. C'est vraiment l'unique caractéristique qui a fait de l'or une monnaie, la preuve de travail nécessaire à sa production. C'était tellement difficile à produire. Michael, c'était tout simplement le meilleur jeton que vous pouviez produire, le meilleur métal que vous pouviez mouler en pièces de monnaie, n'est-ce pas? Robert, ouais, mais il est devenu moins pertinent, insuffisamment rapide pour une société mondialisée. Michael, ouais, pas assez rapide, pas assez intelligent, pas assez fort. La survie dans un monde darwinien demande d'être plus rapide, plus intelligent, plus fort. Robert, ouais, capable d'adaptation. Michael, Robert, voilà les cigales sorties d'un long sommeil de 17 ans. Je les ai aperçues il y a de cela 1 mois ou 2. Elles sont toutes sorties du sol au même moment. Je les ai vues tournoyer autour de ma maison et je me suis dit,
Mais bon sang, qu'est-ce qu'elles sont cons! Ce sont littéralement les créatures les plus idiotes, les plus lentes et les plus faibles que je connaisse. Je les voyais parfois voler vers une branche sans parvenir pour autant à y atterrir, stupides et maladroites au point de ne pas savoir atterrir sur une branche, à peine capables de voler rapidement. Bon nombre d'entre elles plongeaient bêtement vers le sol où elles s'écrasaient. Donc à les regarder ainsi, en comparaison à d'autres insectes, ça crève les yeux que les autres sont bien supérieurs en vol. C'est un truc que vous prenez pour acquis, mais auquel vous ne songez jamais. Waouh, ces oiseaux sont super doués pour voler, rapides, forts et intelligents, jusqu'à ce que vous tombiez sur quelque chose qui n'est ni rapide, ni fort, ni intelligent. Et cela pourrait vous conduire à penser, ouais, ce truc, c'est vraiment une antiquité. Comment ça a survécu, ce truc? La réponse, c'est... il leur faut renaître une fois tous les 17 ans. Il s'en trouve 1 million dans l'air et elles sont si stupides, lentes et incompétentes que la plupart va certainement mourir, mais que les prédateurs ne parviendront pas à les tuer assez vite pour empêcher certaines d'entre elles de se reproduire. Robert. Exact. La stratégie de la quantité plutôt que la stratégie de la qualité. Michael. Ouais. Et l'or échoue. Pas assez fort, pas assez rapide ou intelligent. Et le monde se tourne naturellement vers la meilleure solution suivante. Émerge alors la monnaie fiduciaire, non pas parce qu'elle est meilleure que Bitcoin, mais parce que le monde est encore dépourvu des solutions cryptographiques et informatiques requises. Dans un monde sans ordinateur, sans cryptographie et sans réseau, faut vous demander, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et la réponse ne tarde pas. Je vais créer un registre partagé. J'ai les mathématiques, on a l'algèbre, on a le calcul, j'ai l'écriture, je peux créer un registre partagé. Quant à l'immuabilité, elle proviendra de la crédibilité institutionnelle, la crédibilité du propriétaire et sa réputation, qu'il soit roi, maire, propriétaire ou religion. Toujours est-il que cette immuabilité et la crédibilité proviennent d'une source humaine institutionnelle. Et plus l'institution est grande, plus le système monétaire s'accroît. Ce qui nous vaut les plus grands systèmes monétaires de l'histoire, associés aux plus grandes institutions jamais créées. Puis on trouve des systèmes de plus en plus faibles jusqu'à ce bonhomme sur son voilier de 25 mètres au beau milieu de l'Atlantique, un grand livre, un maître d'équipage, 42 individus. C'est leur système monétaire et ils font du commerce. C'est un système monétaire qui fonctionne 6 à 8 semaines durant, mais c'est bel et bien une question de vie ou de mort dans cet intervalle de temps. Voilà leurs normes fiduciaires soutenues par la force et l'autorité du capitaine. Avec un bon capitaine, ça peut fonctionner. Avec un capitaine médiocre, on court à la mutinerie et tout le monde va crever. Robert. Ouais, c'est un excellent modèle. Je trouve les référentiels de la monnaie comme propriété ou énergie également très appropriés car ils renvoient à la notion plus profonde selon laquelle la plupart des espèces sont attachées à un territoire. La plupart des espèces sociales en particulier, et cela vaut bien sûr pour les humains. Or, nous exprimons et nous gérons notre territorialité à travers la propriété. Ainsi, chaque territoire, aussi réduit soit-il, que ce soit un bateau en mer ou un gros morceau de terre, cherche à contrôler sa propriété la plus importante. C'est là l'expression de la gestion de son territoire. Voilà le pourquoi de ces monopoles régionaux sur la monnaie que nous appelons les banques centrales. Fin de l'épisode et beaucoup de choses à dire à nouveau. Ce qui a retenu mon intérêt cette fois-ci, c'est notamment cette référence aux protocoles et aux couches, layers, que Saylor emploie pour décrire le système monétaire étalon or. Un petit peu à la manière de Saif Dynamus, qui dans l'étalon fiat, analyse le système monétaire fiat à la lumière du référentiel Bitcoin. Ce parallèle entre les couches successives de la monnaie pyramide et les différents protocoles de l'écosystème Bitcoin. L'analyse de Saylor est la suivante. L'or échoue parce qu'au niveau de la couche de base, le protocole est tout juste OK. L'or, ce don de la nature que l'on mine, que l'on extrait, que l'on fond en lingots et en monnaie, est satisfaisant tout au plus, car insuffisamment conservateur, en termes d'offres, je comprends, pour constituer le socle parfait d'un système mathématiquement exact. On pourrait s'en contenter à la rigueur, sauf que la couche numéro 2, le protocole d'application, est bien trop rudimentaire,
réservé à de trop rares usages, difficiles et dangereux à manier, par trop peu de gens capables de raffiner ou de fondre l'or pour en faire quelque chose d'un quelconque intérêt. Cela contraint l'humanité à passer la couche applicative sur un autre support, papier, et en instituant un système de billets ou de chèques convertibles en or, la voie est toute tracée vers un système fiat qui, soumis à l'influence politique, glisse et perd irrémédiablement son arrimage à l'or, à la preuve de travail. Des devises encore adossées à l'or après la Première Guerre mondiale, dollars US et livres sterling, il ne subsistera plus que le billet vert en seconde couche après Bretton Woods en 1944, alors que les autres devises, reléguées en troisième couche, perdront leur équivalence directe avec l'or. Passons de l'or protocole de base de l'étalon or à Bitcoin. Bitcoin est le protocole de base d'échange de valeurs sur Internet sur lequel se greffent des couches applicatives secondaires. On a tous en tête le protocole de paiement Lightning, mais aussi Liquid, RGB, Rootstock ou Fedimint. Leur programmabilité est souvent bien supérieure à celle de Bitcoin, le champ d'application qu'elles ouvrent est vaste et à la portée de développeurs bien plus nombreux qu'on ne compte d'artisans capables de fondre et de raffiner l'or. 2 mots sur la nature des jetons natifs circulant sur les couches 2 de Bitcoin, ça me semble important dans cette comparaison. Dans le cas de Lightning Network, c'est du Bitcoin, des sats, alors que sur RSK, sur Liquid, c'est le RBTC et le LBTC respectivement, qui sont arrimés au Bitcoin à raison de 1 pour 1. Fedimint et Cashew, 2e et ou 3e couche de Bitcoin, permettent de minter, c'est-à-dire de battre de la monnaie de type e-cash chomien. Et si je comprends bien, le risque de dévaluation de la monnaie est non nul sur ces couches secondaires. On dépend des gardiens de la fédération et de leur capacité à maintenir le PEG annoncé. Bref, Bitcoin offre à l'humanité un protocole de base de type le socle granitique, un système fermé dont l'offre est plafonnée à 21 millions de jetons, un système monétaire mathématiquement exact doté de couches applicatives de plus en plus performantes, des couches permettant de répondre à des cas d'usage existants et d'innover, dont les compromis n'affectent en rien l'intégrité de la couche de base. Autre point important que Robert et Michael évoquent, le lien historique entre monnaie, guerre et violence. Sa nature matérielle et sa quasi-indestructibilité font de cet objet de toutes les convoitises qu'est l'or un truc relativement simple à confisquer pour peu que tu disposes de la force brute et que tu ne t'embarrasses pas trop des dégâts collatéraux. Un peu à l'image de la progression de ce héros que tu mènes dans les catacombes du jeu Diablo, où sur son passage tout explose, se pulvérise, crève et gît sanguinolent, alors qu'il récolte consciencieusement le contenu des coffres, l'or intact, étincelant. Combien de guerres et de violences la convoitise de l'or a-t-elle suscité ? Avec Bitcoin comme actif de réserve, la donne n'est plus la même. Engager de telles dépenses devient on ne peut plus hasardeux. Ce niveau de violence et de mépris pour la vie sont contre-productifs si l'on veut confisquer des bitcoins, prendre le contrôle d'UTXO associé à une clé privée, logée dans la tête d'un ou plusieurs individus et sujette à des conditions de dépenses, time lock, etc. Avec la cryptographie asymétrique, l'avantage repasse du côté de la défense. En 1933, le président Roosevelt signe l'Executive Order 6102 qui interdit la thésaurisation de pièces, lingots et certificats d'or, exigeant des citoyens américains qu'ils remettent leurs avoirs à la Réserve fédérale en échange de dollars américains au taux de 20,67 $ l'once. Oui, monsieur, amendes et peines d'emprisonnement les contraignent à s'exécuter. L'opération, un succès, est d'autant plus facile à mener que l'or est déjà bien centralisé dans les coffres des banques. Un scénario comparable de confiscation officielle des bitcoins n'est pas complètement improbable. Des gouvernements en faillite pourraient bien l'envisager dans les années à venir. Cela dit, plusieurs obstacles viendront s'opposer à ce projet. Premièrement, ces gouvernements devront identifier les détenteurs de bitcoin, tâche compliquée du fait du pseudonymat dont ces derniers bénéficient.
Rien d'impossible, bien sûr, mais un peu long et compliqué à mettre en œuvre à l'échelle d'un pays tout entier. D'autant plus que certains détenteurs tireront parti des techniques de protection de la vie privée pour échapper à cette traque. Deuxièmement, indépendamment de la coûteuse et chronophage pression psychologique à exercer de la part des gouvernements pour que les citoyens révèlent enfin leur CID, parions bien que des détenteurs auront pris le soin de disperser leurs clés privées dans plusieurs juridictions, dans le cadre d'une configuration multisig par exemple. Enfin, une telle tentative de restriction de la propriété privée se heurterait à une résistance de la part du public. Une fraction croissante de la population détient du Bitcoin. Les politiques ralliés au Bitcoin sont chaque mois plus nombreux. La communauté des Bitcoiners a par ailleurs démontré sa capacité à se défendre juridiquement contre de telles attaques. Les mineurs ont tout récemment calmé les ardeurs du gouvernement fédéral américain qui voulait s'immiscer dans leurs activités. Voici quelques obstacles que les gouvernements devront dépasser. Notons d'ailleurs que cette liste n'est aucunement exhaustive et attendons-nous à ce que les autorités compétentes fassent preuve d'une créativité sans limite lorsqu'acculées par un bilan économique et financier catastrophique confronté à la colère populaire, l'État devra pointer du doigt les boucs émissaires. Et partout là où ils n'auront pas consolidé encore assez de pouvoir politique et économique, les bitcoiners seront une proie toute désignée. Et ben voilà, tu vois, une fois n'est pas coutume, je termine cet épisode sur une note assez plombante. Faut parfois, ça change un peu et puis c'est dans l'air du temps. C'est fini, l'époque des bisounours, on est dans une ère de lutte, de crise et de conflit. Tout concourt à leurrer notre attention, à la détourner de la responsabilité majeure des banques centrales et des gouvernements dans l'appauvrissement de nos sociétés et dans ce lent processus de décivilisation difficile à masquer. Le protocole Bitcoin va imposer sa supériorité, soit, cela semble assez inévitable désormais, mais il serait étonnant pour autant de voir les pouvoirs en place déposer les armes et renoncer à leur grand plan pour l'humanité. Allez, on s'arrête là-dessus pour aujourd'hui, il y a de quoi méditer un peu. Je te laisse tweeter, partager cet épisode, faire connaître ce podcast autour de toi et je te dis à très bientôt. Ciao.